n'a pas attendu la crise pour rompre avec la société de consommation. Dans un ancien hospice duquel ils ont pris possession, ces 27 membres tentent de subvenir eux-mêmes à l'essentiel de leurs besoins. Leur objectif, réduire au maximum leur empreinte écologique et trouver le chemin le plus direct entre producteurs et consommateurs. La crise est une notion relative. Et ici, d'une certaine façon, il y a toujours plus ou moins eu la crise. Quand on a le désir de vivre autrement et qu'on part de zéro, ce n'est pas évident. Mais nous, on était mieux préparés que la plupart des gens parce qu'on avait déjà commencé à changer notre mode de vie avant la crise. Quand la marge de manœuvre se réduit, il faut assurer ses arrières et trouver une forme de sécurité. Et notre sécurité à nous, c'est la communauté. Chaque habitant de Can Masdéou doit consacrer 2 jours par semaine aux travaux de la communauté. Le reste du temps, ils exercent une activité professionnelle. Anna Reis travaille 13 heures par semaine comme bibliothécaire. Pour le couvert et le logis, elle débourse 45 € par mois. Quand on vit ici, on a d'abord l'impression d'avoir plus à faire que si on vivait seul dans un appartement. On doit se consacrer à certains travaux, comme par exemple l'entretien du jardin potager. Mais d'un autre côté, jardiner permet d'avoir des légumes. Si on ne jardinait pas, il faudrait travailler plus afin de gagner assez d'argent pour pouvoir acheter des légumes dans un magasin. Ici, l'économie des ressources est un principe clé. Les déchets organiques servent de compost ou de nourriture pour les animaux. Un système de canalisation souterraine collecte dans la nappe phréatique l'eau destinée à l'usage domestique. Et l'eau est chauffée grâce à des panneaux solaires que les habitants ont eux-mêmes fabriqués. Pour la vaisselle et la douche, on utilise exclusivement du savon biodégradable. Après avoir été purifiée dans un bassin d'épuration végétale, l'eau résiduelle peut ainsi être réutilisée pour l'arrosage. Le fait de fonctionner en circuit fermé nous permet de réduire nos coûts et d'augmenter la productivité de nos systèmes. Si on composte les déchets et qu'on purifie l'eau, on peut les réutiliser. L'idée est d'éliminer un maximum d'intermédiaires et de vivre avec moins de ressources en consommant moins d'énergie. Si on le voulait, on pourrait tous mettre ces principes en pratique. Ça, ce sont des toilettes sèches. Elles s'utilisent comme des toilettes standards. Mais au lieu de tirer une chasse d'eau, on répand de la paille, de la sciure de bois ou même de la terre. Si de prime abord le concept peut rebuter, il a lui aussi son utilité. Le compost issu des toilettes est un engrais précieux pour les arbres fruitiers. Ici, rien de ce qui peut être réutilisé n'est jeté. 25 entrepôts sont dédiés au stockage des matériaux collectés. Ici, nous avons de grands échafaudages. Avec ce qu'il y a ici, nous pouvons faire des clôtures et des enclos pour les poules. Nous avons tout récupéré dans la rue. Avec ces matériaux, on peut réparer les fenêtres, faire des doubles vitrages, renforcer telle ou telle structure. Les travaux de recyclage et de réparation sont l'une des pièces maîtresses du système économique de Can Masdéou. Pour cela, chacun doit apprendre à faire par lui-même. On vit dans un monde où on dépend toujours de quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes, alors qu'on pourrait apprendre à les résoudre par soi-même. Can Masdéou est le lieu idéal pour ça, pour expérimenter, pour apprendre. Les gens qui vivent ici ont l'envie et le temps d'apprendre comment fonctionne telle ou telle chose. L'argent gagné avec l'atelier de cycle est injecté dans la communauté et assure à Pablo un revenu. Avant de se spécialiser dans la réparation de vélos, il travaillait dans le secteur des médias. Je naviguais entre 2 modes de vie, celui plus conventionnel et celui-ci au sein de la communauté. Actuellement, je me sens plus attiré par cette vie. Ça doit être lié à la crise. On tire des avantages à vivre en communauté, et puis on est beaucoup plus heureux. Finalement, c'est tout ce qui compte dans la vie.
Arnau aussi a dû se former sur le tas à l'agriculture biologique. Produire des choses par soi-même, tout projet d'économie alternative commence par là. No es tan important l'autosuficiència. Nous ne visons pas l'autosuffisance. C'est un concept un peu trop idéalisé. Si l'on compare les chiffres de la population et la surface agricole disponible en Europe, on voit bien que c'est un mythe. L'autosuffisance est probablement impossible à grande échelle. L'essentiel pour nous, c'est la notion d'échange. De nombreux réseaux d'économie alternative et solidaire se créent actuellement, et nous en faisons partie. C'est ça le plus intéressant. Chacun fabrique des produits qu'il échange avec d'autres producteurs et consommateurs, en sachant qu'une partie de la production est destinée à la consommation personnelle. Can Masdeu reçoit de plus en plus de visiteurs, curieux de découvrir le quotidien au sein de la communauté. Manifestement, les formes de vie alternatives séduisent particulièrement en ces temps de crise. C'est absurde. Aujourd'hui, nous avons accès à des technologies ultra-modernes, comme le téléphone ou l'ordinateur portable. Nous pouvons traverser l'Europe en avion pour une bouchée de pain. Mais nous n'avons pas de quoi nous payer un logement. Pour bien vivre, il faudrait commencer par satisfaire les besoins fondamentaux. Des relations humaines de qualité, des aliments aussi sains que possible, et un toit sur la tête. Et un système de transport. Mais il faudrait le redéfinir avec des trajets plus courts, plus de vélos, de trains et de covoiturage. Là, ce serait la vie de rêve. En Espagne, la société de consommation n'a pas tenu sa promesse d'améliorer le bien-être de ses citoyens. La crise a eu un impact dramatique sur la vie de beaucoup d'entre eux. Mais parallèlement, des structures solidaires se développent, et avec elles, l'aspiration à un modèle de société plus viable. Et si cette crise était une chance, celle de repenser tout notre système? Ce que vit l'Espagne actuellement va certainement se prolonger un certain temps, et d'autres pays risquent de connaître un sort comparable. Si nous saisissons cette chance qui nous est donnée de nous inspirer de ces pays pour nous entraîner, à titre préventif, aux pratiques d'approvisionnement d'une économie de post-croissance, le reste de l'Europe pourrait en profiter lui aussi. Ce jour-là, nous arrêterons de jeter un regard condescendant sur la Grèce et l'Espagne. Elles nous apparaîtront finalement comme l'avant-garde de l'économie de la post-croissance. Motivé par les initiatives espagnoles, je décide d'utiliser mes biens de consommation plus longtemps. J'entame l'inventaire de ce qui est encore utilisable. Je suis stupéfaite de la quantité d'appareils en état de marche qui s'entassent dans ma cave. Désormais, j'ai toujours un sac à provisions et un gobelet réutilisable sur moi, même si cela me vaut parfois d'être regardé de travers. Mais il me semble difficile d'éviter totalement les déchets et les emballages. Même par mauvais temps, je ne vais plus en ville qu'à vélo. Mais autour de moi, je vois toujours autant d'embouteillages. Quel peut être l'impact de mon comportement individuel? Direction la petite ville de Totnes, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ses habitants ont décidé de réagir tous ensemble au réchauffement climatique en se préparant à l'après-pétrole. Totnes est la première d'un grand nombre de villes dites en transition. Au siège du mouvement Ville en transition, on cherche des solutions pour que Totnes ne soit plus dépendante du pétrole d'ici 2030. Le pétrole est omniprésent dans notre vie. La façon dont notre petit déjeuner arrive à nous, dont il est préparé, les lunettes que nous mettons le matin, les produits que nous utilisons pour nous doucher, nous laver les dents, la plupart des produits du quotidien sont à base de pétrole. Et la vulnérabilité de l'économie européenne tient surtout à notre dépendance aux carburants. Un changement s'impose, car l'ère de l'énergie bon marché touche à sa fin. Nous dépensons de plus en plus d'énergie pour en produire. C'est un très gros problème pour l'Europe, qui consomme 20% de la production pétrolière mondiale, mais n'en fabrique que 0,4%.
Que ce soit en termes énergétiques, climatiques ou économiques, cela n'a plus de sens d'importer des produits du monde entier. La mondialisation va s'inverser. Et c'est la façon dont nous nous y serons préparés au niveau local qui importera alors. Amber Ponton travaille pour le réseau de villes en transition. Le renforcement des structures locales lui tient particulièrement à cœur. Totnes est une ville où j'aime vraiment vivre, notamment parce qu'elle n'est pas pleine d'enseignes appartenant à des chaînes. J'aime tous ces petits commerces locaux et indépendants dans la grande rue. Morning. Morning. Good morning. How can I help? Can I get 6 of your old English sausages, please? Is it okay to pay in Totnes pounds? Yeah, not a problem. Excellent. L'objectif premier des villes en transition, c'est de renforcer l'économie locale. Totnes a sa propre monnaie pour stimuler le commerce local et favoriser la vente de produits régionaux. And do you take Totnes pounds in here? Of course we take that Totnes. Oh, fantastic. Local wine, local currency. Excellent. I use Totnes pounds because I really Je like paie en to livres de support Totnes local pour soutenir les petits commerçants de la région. and I'm trying to make a real effort at the moment. Je veille à n'acheter que des aliments britanniques, qui n'ont pas traversé la terre entière pour arriver jusqu'ici. Comme ce vin, fabriqué juste à côté. Il s'agit simplement de revenir à la normale, d'avoir les pieds sur terre, là où nous habitons, avec les gens que nous côtoyons, de se rendre compte que nous devons œuvrer tous ensemble. C'est là l'essentiel de la philosophie du mouvement de transition, l'idée de communauté et une perspective économique fondée sur le bon sens. À Totnes, le mouvement a pour objectif de libérer la ville des importations. La communauté doit pouvoir produire elle-même tout ce dont elle a besoin pour se nourrir. Certains lieux publics sont ainsi transformés en potagers communautaires. Il s'agit notamment de revenir à la notion de propriété collective et non privée des terres. C'était la tradition en Angleterre, avant qu'on ne clôture les champs et que les grands propriétaires terriens ne les accaparent. À l'époque, les gens pouvaient encore faire leur récolte eux-mêmes et y faire paître leur bétail. C'est cette idée de ressources communes que nous tentons de réintroduire ici, à petite échelle. Le jardin est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'y investir. Pour le mouvement de transition, l'aspect communautaire est prioritaire. Quant au métier, on l'apprend au contact des autres. C'est sympa de rencontrer d'autres gens, d'apprendre d'autres choses, d'avoir une activité pratique plutôt que de passer sa journée derrière un bureau à écrire des mails. Et j'aime que ce soit axé sur la recherche de solutions. On reconnaît qu'il y a de gros problèmes dans le monde, que les réserves de pétrole baissent sans arrêt, par exemple, et que notre système nécessite des changements. Mais au lieu de se laisser submerger par ces problèmes, on cherche une solution. En Angleterre, nous pourrions subvenir à nos propres besoins alimentaires. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Pendant la guerre, nous produisions ce dont nous avions besoin pour nous nourrir. Et nous pourrions le faire à nouveau. Quand on voit tout ce que donne une petite plate-bande comme celle-là, La résilience, c'est la capacité d'un individu, d'une communauté, d'une économie à résister à des chocs extérieurs. Sa capacité à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en l'intégrant pour en sortir plus fort. Depuis que je travaille au sein du mouvement de transition, la résilience m'apparaît de plus en plus comme un processus culturel, visant à accroître les possibilités existantes afin d'avoir différentes options quand on se retrouve confronté à des difficultés. Nous réfléchissons déjà à ce que nous pourrions faire, et certaines choses commencent à se mettre en place.
Dans le cadre du projet Rue en transition, les habitants d'une même rue se retrouvent régulièrement pour réduire la consommation énergétique de leurs logements respectifs. Un manuel les aide à prendre des mesures pratiques et à adopter un comportement plus économe en énergie. Et ils se motivent mutuellement en échangeant leurs expériences en la matière. For quite a few weeks, over a few months, I was just reading my gas and electricity meters on a weekly basis, just so I got that consciousness of how much I was using. It made me much more conscious, especially using the kettle, because I was gobsmacked about that. You know, when you've got the kettle full, how much that costs. I just thought, Pour faire des économies d'énergie, Jo Rotas a commencé par installer du double vitrage chez elle. Tous les membres du groupe ont dû commencer par opérer des changements de fond chez eux. Nous devions nous assurer que nos maisons étaient bien isolées, qu'il n'y avait pas de courant d'air, que nous faisions tout pour éviter les pertes inutiles de chaleur. Grâce au projet Rue en transition, Jo a obtenu une aide pour construire sa propre installation solaire chez elle. Ce petit instrument indique la production énergétique du jour. Les barres sombres représentent les pics de lumière, donc l'électricité produite. C'est à ces moments-là qu'il faut lancer la machine à laver. Jo Rotas économise l'équivalent de 600 € par an et ses émissions de CO2 ont baissé d'1,2 tonne. Elle recueille l'eau de pluie et elle a remplacé son vieux poêle à mazout par un poêle à bois. Autre effet positif de ce programme, les voisins se sont rapprochés les uns des autres. La confiance mutuelle a grandi dans le quartier. Tout le monde dit qu'il connaît mieux ses voisins, qu'il a moins de scrupules à leur demander de l'aide. La qualité de vie est vraiment meilleure ici. Ce programme nous montre que nous pouvons réduire nos frais généraux et notre empreinte écologique tout en améliorant notre qualité de vie. C'est un message très fort. À la mairie, la conseillère municipale Jackie Hodgson est en pleine discussion avec l'entrepreneur Ian Bright. Ensemble, ils défendent différents projets pour réduire la consommation énergétique de Totnes d'ici 2030. Le mouvement Ville en transition a réussi à obtenir la participation des autorités locales. Le conseil municipal a aussitôt soutenu l'ensemble et ça leur a permis de trouver des appuis dans d'autres domaines et pour divers projets. Toutes les parties discutent vraiment ensemble. C'est le secret du dynamisme de notre ville ces dernières années. Nos citoyens réalisent qu'il se passe quelque chose de particulier. Beaucoup sont sûrs que l'on peut y arriver et ils mettent vraiment ces idées en pratique. Ian Bright est convaincu que l'on peut changer les choses. Ce chef d'entreprise a fondé une coopérative énergétique pour favoriser le développement des énergies renouvelables à Totnes. Nous avons fixé le montant minimum de la cotisation à 20 livres pour que chacun puisse devenir sociétaire. Le droit de vote est le même pour tous, quelle que soit la somme investie. Nous voulons ainsi favoriser le développement des énergies renouvelables et souhaitons qu'ils soient gérés et contrôlés localement et démocratiquement. Avec le soutien de la conseillère municipale, la coopérative installe des panneaux solaires sur les bâtiments de la ville. Depuis le début d'année, le cabinet médical de Leadside a aussi des panneaux solaires sur son toit. Nous espérons une réduction de 3 à 4 000 livres sur notre facture d'électricité. Nous avons prévu d'investir cet argent dans la remise en état et la modernisation de notre centre médical, afin d'offrir le meilleur service possible à nos patients. Mais toutes les initiatives n'ont pas le même succès. Jackie Hodgson n'a pas réussi à faire approuver un projet de parc éolien à proximité de Totnes. Voilà à quoi cela ressemblerait si l'on plaçait les éoliennes derrière la croix. C'est pour cela que le service de l'urbanisme a rejeté notre demande. Il y a déjà un pylône derrière.
Autrement dit, la vue sur la croix est de toute façon altérée. Je ne comprends pas que les éoliennes reçoivent un accueil aussi peu favorable. C'est un paysage ancien dans un environnement moderne que nous utilisons tous. Et nous voulons que ce paysage reste vivant. Cela en dit long sur les priorités des gens. Pour eux, l'impact sur la vue est plus important que celui que ces éoliennes pourraient avoir sur le réchauffement climatique. Si dans tout le pays, des communautés créent l'infrastructure nécessaire aux énergies renouvelables, l'exploitent localement et échangent leurs expériences, cela influera sur la façon dont les autorités locales investiront dans l'approvisionnement en énergie. Et peu à peu, la politique énergétique nationale changera. Cela vaut aussi pour l'approvisionnement alimentaire et beaucoup d'autres domaines. C'est pourquoi il est essentiel pour le futur que le plus de communautés possibles se forment. Nous avons encore beaucoup de retard en la matière. Malheureusement, nous piétinons dans de nombreux domaines, car beaucoup s'accrochent encore à l'idée qu'il faut à tout prix revenir à la croissance. L'exemple de Totnes fait des émules. Il existe déjà plus de 1800 villes en transition dans le monde. Serions-nous encore plus nombreux à renoncer à la croissance si nous savions comment faire ? Avoir un style de vie compatible avec une société sans croissance, ce n'est pas une question de volonté, mais de pratique. Il faut s'entraîner à consommer moins de viande, à moins prendre l'avion, à vivre sans voiture, à porter le même veston pendant 10 ou 20 ans. Et il faut s'entraîner à moins travailler et à utiliser le temps gagné à cultiver des fruits et légumes, à prendre soin des choses ou à fabriquer des produits en communauté ou à les partager. Cette dimension du savoir-faire, de l'entraînement, a toujours été absente dans le débat sur la viabilité, quand on se demandait comment amener les gens à mettre leurs connaissances en pratique. Je m'entraîne moi aussi à avoir un comportement plus économe en énergie à la maison. Mais l'hiver est si froid en Allemagne que j'ai du mal à baisser mon radiateur. La viande, je n'en mange plus que 2 fois par semaine et je me limite aux légumes régionaux et de saison, même si je ne sais pas toujours quoi faire avec. Mais je me demande si mon comportement n'est pas qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ai-je la moindre influence en tant que consommatrice ? Et n'est-ce pas aux acteurs majeurs de l'économie qu'il revient de trouver des solutions pour que ma consommation soit durable ? En Bavière, une entreprise s'est engagée à ne pas viser la croissance à tout prix. Ma motivation personnelle, c'est la perception que j'ai de ma place dans le monde, y compris en tant que personne active et cofondateur de l'entreprise. Je considère que nous devons agir de manière à ce que les générations futures puissent avoir ce que nous aimerions avoir, nous. À partir de là, vous remettez en question tout ce que vous faites, vos produits et toutes les décisions que vous prenez. Pour cette entreprise de vente par correspondance, la durabilité commence par le choix des produits, préservation des ressources, efficacité énergétique, prévention des déchets, distance de transport réduite, tout compte. Voici un savon pour les mains aux huiles végétales issues de l'agriculture biologique. Il est produit en Allemagne par une entreprise très performante en termes de consommation énergétique qui utilise par exemple des énergies renouvelables. L'utilisation de recharge dans le domaine des produits de nettoyage et d'hygiène peut limiter les émissions de CO2 de 40 à 50% par rapport au conditionnement en flacon. Pour ces produits, nous avons remplacé l'emballage par une simple bande de papier. Et tous deux sont fabriqués avec des matières premières végétales, amidon de maïs ou cellulose. Nous sommes une entreprise commerciale, donc la croissance est importante pour nous. Mais notre limite, c'est là où les principes de la durabilité ne sont pas respectés. Nous pourrions être tentés de vendre certains produits ultra performants qui nous assureraient un très gros chiffre d'affaires. Mais s'ils sont fabriqués avec des matériaux ou dans des conditions qui ne correspondent pas à notre cahier des charges,
Nous ne le faisons pas. L'entreprise attache aussi beaucoup d'importance au recyclage intelligent des matériaux. Elle reprend les produits usagés qui ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères, y compris ceux qu'elle ne vend pas elle-même. Les CD-ROM, par exemple. Ceux-ci contiennent une matière première très précieuse, le polycarbonate. Nous expédions les CD à une entreprise partenaire qui sépare le polycarbonate des autres matériaux et le recycle dans l'industrie. La réparabilité des produits figure aussi parmi les critères de sélection. Les pièces usées peuvent être commandées et les clients peuvent faire réparer les articles haut de gamme par l'entreprise elle-même. Il est important pour nous de vendre des produits recyclables matériau par matériau, mais aussi avec une durée de vie relativement longue. Dans le cas d'un fauteuil, par exemple, je dois pouvoir échanger la housse ou une roulette. L'idée est de pouvoir continuer à utiliser le produit plutôt que de devoir le jeter tout entier ou le remettre aussitôt dans le circuit des matières premières. Évidemment, le consommateur doit payer plus cher pour ce genre de produit. Reste à savoir qui peut ou qui est prêt à le faire. Le transport reste un problème pour le bilan écologique de cette entreprise de vente par correspondance. Elle a choisi des boîtes en plastique réutilisables pour limiter les déchets d'emballage, mais seuls 13% des clients optent pour la boîte consignée. Sans oublier les émissions générées par le convoyage. Nous tentons de limiter les répercussions écologiques du transport des marchandises en privilégiant les produits fabriqués en Allemagne ou en Europe, donc les circuits courts. Et quand nous achetons des produits outre-mer, ce qui est inévitable, nous nous faisons livrer par bateau et non par avion. Au niveau interne aussi, l'entreprise mise sur la mobilité durable. Pour ses visites de clientèle dans un rayon de 80 km, elle s'est dotée d'une voiture électrique. Et tout déplacement par avion à l'intérieur de l'Allemagne est exclu par principe. Ça ne demande pas un gros effort de protéger l'environnement de cette façon. Toute entreprise pourrait le faire. Nous le faisons car nous voulons avoir un rôle de précurseur dans ce domaine aussi, pour que ces choses s'intègrent dans le quotidien jusqu'à ce que l'on n'ait plus à y penser. Quant à moi, je participe désormais à un jardin collectif et cultive mes propres légumes. Tous ces changements dans mon quotidien ont amélioré mon bilan carbone et je n'en suis pas moins heureuse. Je me nourris plus sainement, je dépense moins d'argent, je fais plus de choses moi-même et je partage plus avec les autres. Mais j'émets près de 8 tonnes de CO2 par an, ce qui est encore beaucoup trop, car je ne veux pas renoncer à prendre l'avion pour aller voir ma famille en Espagne 4 fois l'an, par exemple. Je serais prête à rallonger le voyage en prenant le train si seulement le prix du billet n'était pas aussi exorbitant. N'est-ce pas le rôle de la politique de favoriser un comportement durable ? Ulrich Brandt, professeur de sciences politiques, vient régulièrement à Berlin depuis 2 ans. Il est membre de la mission d'information du Bundestag, Croissance, Bien-être, Qualité de vie, qui se réunit pour la dernière fois aujourd'hui. Son objectif, élaborer un indicateur complet du bien-être qui ne soit pas focalisé sur la croissance du produit intérieur brut. C'est un constat fondamental qui n'est pas nouveau, mais que nous exposons aujourd'hui au public et au monde politique. Nous ne pouvons plus miser sur la croissance en épuisant les ressources. Aujourd'hui, il y a un consensus qui dépasse les clivages politiques. Nous devons réduire notre consommation de manière draconienne. Et il ne faut pas se leurrer. Nous ne pourrons pas résoudre le problème en misant tout sur l'innovation technologique. Résultat de ces travaux, un indicateur complexe censé compléter et non remplacer le PIB. Désormais, le niveau de bien-être sera calculé en intégrant des variables telles que la santé, les gaz à effet de serre ou la diversité des espèces. En revanche, la Commission n'est pas parvenue en 2 ans à un consensus sur les instruments politiques à mettre en œuvre pour limiter la consommation de ressources et d'énergie.